Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée en hommage à Yves Yersin, qui, vous le savez, nous a quittés il y a quelques mois, le 15 novembre de l'année dernière. Et je suis très honoré de pouvoir démarrer cette soirée et de prendre la parole en premier. Tout d'abord parce que Yves Yersin était quelqu'un que j'admirais beaucoup, en tant que cinéaste, mais aussi en tant qu'homme, puisque j'ai eu aussi l'occasion de travailler avec lui pendant un certain temps, notamment dans ce qui ne s'appelait pas encore les Cales, mais qui s'appelait le Davy. Alors la soirée va se dérouler tout d'abord avec une projection d'un moyen métrage, je vais en dire quelques mots dans quelques instants. Elle sera suivie par un certain nombre de témoignages accompagnés d'images que vous allez pouvoir découvrir derrière nous, par différents compagnons de route, compagnons et compagnonnes de route de Yves Yersin, bien évidemment. Et à la suite de cela, de façon la plus, j'espère, informelle et sympathique possible, on vous invitera tous pour boire un verre tous ensemble dans le hall d'entrée du Casino de Montbon et les salons bleus qui se trouvent au fond de l'autre côté. On verra comment les gens vont se disperser, il y aura des verres à tous les endroits. J'aimerais avant toute chose remercier pour leur participation à l'organisation de cette soirée et aussi par tout ce qu'ils représentent Anne et Léon Yersin, David Fonjala, Robert Bonner qui aurait dû être parmi nous mais qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, Laurent Kelf qui a beaucoup travaillé pour l'organisation de ces soirées, Casa Azul, la coopérative de production qui a beaucoup de liens avec le Davy et qui a aussi beaucoup collaboré, et enfin les Cales, et je salue Rachel Noël et Lionel Bayer, puisque les Cales aussi a joué un rôle majeur dans l'organisation de cette soirée. Donc merci à vous tous d'y avoir participé. La Cinémathèque suisse se devait de rendre cet hommage et on le fait ici parce que la salle Paderewski a un côté parfois plus intime que le Capitole. Capitole qui, vous le savez, selon... Bon là maintenant il fait frais aujourd'hui, mais s'il fait très chaud l'été, devient vite insupportable. Puisque, comme vous le savez, le système de ventilation ne fonctionne pas. Voilà. Alors venons-en maintenant à la projection. On commence donc par une projection, la projection d'Angèle. Angèle, c'est un film peut-être un peu particulier dans l'aventure de Yves Yersin, d'abord parce que c'est sa première fiction. Je mets de très gros guillemets à fiction, puisqu'il s'agit d'une fiction documentaire ou d'un documentaire qui va vers la fiction. On en reparlera peut-être après. Un film qui appartient à un projet collectif. 4 cinéastes, à savoir Claude Champion, Francis Resser, Jacques Sandeau et Yves Yersin, ont tous envie de faire du cinéma, n'ont pas forcément les moyens, les possibilités de se lancer dans un projet de long métrage, et avec un producteur qui n'est pas encore un producteur, mais qui est professeur de gymnase à Neuchâtel et marchand de vin, mais qui aime le cinéma puisqu'il le critique dans différents journaux régionaux, décide de se lancer dans un projet de film omnibus, comme on dit, à savoir 4 courts-métrages qui, mis ensemble, formeront un long. Ce long mettra 2 ans à voir le jour. Il s'appellera 4 d'entre elles. Certains d'entre vous en ont entendu parler. On l'a restauré récemment, présenté à Locarno et ici même à Lausanne. Ce film va remporter un prix au Festival de Mannheim. Et la partie réalisée par Yves Yersin, que si les cinéastes sont dans la salle, je pense qu'ils m'autoriseront de le dire, et ils l'ont dit déjà plusieurs fois, cette fameuse partie qui s'appelle Angèle, qui est la plus longue, qui termine le film, est certainement la plus réussie du long métrage. Ils le disent eux-mêmes, hein, les autres. Et c'est pas un hasard si Angèle va se retrouver en sélection officielle à la Semaine de la Critique à Cannes en 1968. C'est donc au fond un peu un point important de la carrière de Yves Yersin, puisque c'est un véritable démarrage. Après avoir fait des films plutôt documentaires, c'est cette espèce d'entrée dans la fiction. Et c'est pour ça qu'on trouvait que cette version restaurée, il était important de vous la montrer ce soir pour ouvrir cette soirée. Alors j'ai aussi une petite pensée pour Micheline et Freddy Landry qui ont fondé Milos Film et qui ont permis à ce film d'exister. Pour vous rappeler le contexte, c'est l'idée de ces 4 cinéastes de raconter 4 destins de femmes à différentes générations. Et la femme la plus âgée, Angèle, c'est bien sûr celle que Yves Yersin avait choisi de raconter. Donc je vous laisse en compagnie d'Angèle et dans quelques minutes à la fin de cette projection, nous reviendrons sur scène pour continuer la soirée
avec tous ses amis et témoins. Et j'aimerais saluer dans la salle tous les amis, cinéastes, producteurs, anciens assistants et collaborateurs de Yves qui sont là. C'est une belle partie de la famille du cinéma suisse qui est ici dans cette salle ce soir. Et je vous remercie d'être venu. Merci pour lui et merci à vous. Donc, pendant qu'on installe pendant quelques instants les chaises pour les quelques témoignages, vous dire donc que c'est une version restaurée qui a été restaurée avec le soutien de Mémoriave et de la RTS, que le film a été présenté l'année dernière à Locarno en première dans sa version restaurée. L'idée de la soirée, c'était d'évoquer évidemment le travail de Yves Yersin, cinéaste, comme celui qui a signé évidemment Angèle, mais aussi Yves Yersin qui a fait énormément pour le cinéma dans ce pays, très actif comme dans l'association des réalisateurs de films, Focal, l'association romande du cinéma et bien sûr l'école qu'il a fondée. Donc c'est tout cela qu'on va évoquer ce soir et je accueille pour commencer Madeleine Fonjala, que la plupart d'entre vous connaissent, je peux dire véritable dame du cinéma suisse, puisqu'elle a fait beaucoup pour le cinéma suisse. Elle m'a demandé de la présenter, s'il te plaît. Elle m'a demandé de la présenter comme interlocutrice privilégiée de Yves Yersin. Mais vous le savez tous, c'est une de nos grandes scripts et aussi ensuite très active au sein de la section film de l'Office fédéral de la culture. Et donc, c'est au tour de Madeleine de parler. Moi, je vais me mettre alors de l'autre côté, comme ça on accueillera tous les gens les uns derrière les autres. Voilà. Mais tu veux que je me mette à côté de toi? Voilà. Faut mettre assez, mets le micro peut-être assez près de ta bouche. Juste le mettre, c'est bon, c'est juste assez près. Voilà. Oui, voilà la première photo. Excusez-moi, mais je vais me mettre de profil parce que je parle sur ce que je montre et pour que... Non, tu ne me gênes pas. Bon. Alors, ça, c'est une photo tirée du tout premier film qu'Yves a réalisé en co-réalisation avec Jacqueline Veuve en 1965, Le panier à viande. Je peux changer de photo ? Le couple est celui qui s'occupe de cette ferme. Il s'appelle Alexis et Rose Vautet. Et le petit enfant qui est sur le genou d'Alexis Vautet, c'est le fils de leur fille, qui est en fait élevé par eux parce que leur fille travaille ailleurs. Je peux changer. Là, Rose Vautet sert le thé aux domestiques. Elle le sert dans la cour. Vous voyez qu'elle a un chignon, qu'elle a un tablier, qu'elle a un costume qui était vraiment celui des paysannes dans les années 60. On peut changer de photo. Et là, Yves s'est évidemment inspiré de Rose Vautet, parce que cette Rose-là, Rose du Perret, porte la même coiffure, a le même tablier. Elle vient aussi servir le thé au valet à pipe dans la cour. On peut changer. Dans ces années, des débuts des années 60 jusqu'en 72, Yves a fait 13 films pour l'Institut des arts et traditions populaires et il insiste beaucoup sur l'importance que cet apprentissage a eu pour lui. Il a vraiment appris son métier à ce moment-là et les compétences qu'il a acquises sur quelle doit être la place de la caméra, sa hauteur, comment gérer l'espace dans lequel
les artisans travaillent, il insiste beaucoup sur le fait que ça lui a été utile toute sa vie et pour tous les films, y compris les films de fiction qu'il a fait. Ce qui est... On peut changer de photo. Là, c'est la fabrique de boîtes de... Enfin, pas une fabrique, c'est une famille qui fabrique des boîtes à vacherin. On peut changer aussi. Ces gens qui sont filmés parce que leur métier est en voie de disparition. Ces films de commande de l'Institut des arts et traditions populaires, ils sont muets. Ils sont très touchants parce qu'en même temps que la fin de la vie de ces personnes, de ces travailleurs, est annoncée la fin d'un métier. Donc c'est une double disparition dont traitent tous ces films. On peut changer. Bon, on l'a vu tout à l'heure, Angèle et les vieilles dames. Frédéric a rappelé les circonstances dans lesquelles ce film s'est fait. J'aimerais ajouter une chose, c'est que les premiers sketchs traitent des âges 16, 22 et 31 ans. Et tout à coup, on a un saut à 72 ans. Donc, logiquement, on aurait dû avoir une femme dans les 45-50 ans, mais Yves a choisi une personne beaucoup plus âgée. On peut changer. Le film mêle documentaire et fiction. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a 2 ou 3 comédiennes et comédiens dans le film, en particulier Lucie Avenay, qu'on ne voit pas sur la photo, mais Lucie Avenay, qui est une comédienne surtout de théâtre, mais vraiment très connue, c'est la grande mince au nez pointu qui dit mais vous allez en faire quoi, à quoi ça va vous servir, toutes ces petites affaires, enfin, etc. Donc, il y a là déjà une approche du cinéma qui mêle documentaire et fiction, qui passe la frontière entre les deux genres. On peut changer. Là, c'est le sketch Celui qui dit non, 68-69, hiver 68-69, le tournage, je parle du tournage, qui est l'histoire d'un vieux révolutionnaire qui a mené des combats en Amérique du Sud et qui revient en Suisse en espérant pouvoir faire bouger la Suisse comme il a tenté de faire bouger un pays non situé d'Amérique du Sud. Là, comme dans Angèle, la vieillesse est synonyme de marginalisation, d'impuissance, en fait, d'échec. En 69, donc juste après le tournage, la sortie de Swiss Made, qui était un film à sketch, un sketch de Freddy Mourer, un sketch de Fritz Meder et le sketch d'Yves. Celui d'Yves a pour personnage principal, de nouveau, un vieux monsieur, alors que ses collègues, Mourer et Meder, traitent de personnages de leur âge. En 69, donc juste après la sortie, Yves et Walter Matthias Diegelmann, qui est un auteur extrêmement intéressant, je trouve, de suisse-alémanique, ont écrit un scénario qui n'a jamais été tourné parce que, bien que le financement ait été trouvé, enfin, il y a eu toutes sortes de circonstances qui ont fait que le film ne s'est pas fait. Le titre était donc « Un vieux riche va mourir ». De nouveau là, il s'agissait d'un vieux monsieur qui, fortune faite, s'aperçoit que sa vie, en fait, a été un échec. Avec Pipe, avec les petites fugues, Yves va changer son regard sur la vieillesse. Alors que dans les premiers qu'on a vus, il s'agit de fin de vie, il s'agit de fin de la mort d'un métier, de l'échec d'Angèle, de
Il l'a dit, Yves, je le cite, « La vieillesse est un temps d'attente entre l'activité et la mort, pour lequel la société a prévu un peu d'argent, AVS, et un logement, asile dans le cas d'Angèle. C'est la salle d'attente de la mort. » Mais au moment des petites fugues, il aborde la vieillesse d'une façon toute différente. La vieillesse est plutôt une plateforme d'où on peut considérer sa vie de façon plus grave et plus définitive, a-t-il dit. Ces citations à propos, elles sont tirées des films que vous pouvez trouver sur notrehistoire.ch, où vous avez plusieurs extraits d'interviews d'Yves, d'autres cinéastes et d'autres personnalités romandes. Ici, Pipe sur le fumier, donc ça c'est 1977, le tournage des Petites Fugues. Il gagne donc, Pipe, pour ceux qui n'ont pas les Petites Fugues en tête, il gagne son autonomie grâce à son vélo, mais c'est surtout l'appareil de photo qu'il gagne au motocross. C'est cet appareil de photo qui va être vraiment qui va signer sa libération et sa parfaite autonomie et sa pensée, parce que cet appareil de photo, il va lui permettre de réfléchir et d'agir et va entraîner aussi le changement des gens dans la vie des gens qui l'entourent. On peut passer à l'extrait du film. Là, il a vu, en travaillant dans la ferme, en plantant des poteaux, il a vu passer un planeur dans le ciel, et il a décidé d'aller à sa poursuite. C'est en fait la première de ses fugues. Là, il cherche à repérer le planeur, qu'il a un peu perdu de vue. Il va sortir de la forêt. Ah, c'est beau sans le son aussi, je trouve. À la sortie de la forêt, en quelque sorte, il constate où il est arrivé. C'est une petite digression que je suis en train de faire là, mais je vous dirai pourquoi tout de suite. Il regarde autour de lui, il constate cette montagne qui est le Suchet, pelée. On voit toujours pas le planeur. Et il se retourne et il y a là une ferme avec un valet de ferme sur un fumier qui est en fait son double, on pourrait dire. On peut rester sur la photo qui suit. Oui, voilà. Ça, c'est un instant, comme il y en a parfois dans les films d'Yves, mais j'en ai choisi qu'un, où on sort du narratif, on sort de l'histoire. Si vous racontez les Petites Fugues à quelqu'un, vous allez probablement oublier ce passage, qui est très rapide. Parce qu'il va tourner la tête, le planeur arrive. Et il va décider de continuer la poursuite du planeur parce que, après ce moment de révélation de sa condition humaine à travers l'autre, à travers son double sur le fumier, son rêve reprend le dessus et
il reprend son élan vers le sommet du Suchet. Donc, ce moment-là, je trouve que c'est un moment où on demande du spectateur d'être un peu le co-créateur de ce qui n'est pas raconté là. C'est-à-dire, on peut l'interpréter comme « Ah, tiens, ça pourrait être un copain, mais je ne le connais pas, je vais continuer ma route. » Ou bien « Ah, voilà ce que je suis. Mais qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est autre chose. Et je vais poursuivre le planeur plutôt que d'aller à la rencontre de l'autre. Mais c'est ma condition. » On peut changer. Donc, je pense que c'est une des marques d'Yves, c'est d'être ni un illustrateur de récits, ni un metteur en image d'un texte, mais quelqu'un qui, de temps en temps, place des moments qui échappent à l'histoire proprement dite et qui sont des moments presque de philosophie à l'intérieur des films. On peut changer. Les voilà, ces deux personnages. Yves qui s'inspire même juste dans les gestes, juste dans ses gestes, travaille avec Michel Robin à créer le personnage de Pipe. On peut changer et on va voir les polaroïdes des valets de ferme. Voilà, bon, non, ça c'est Pipe sur la grande route, c'est vers la fin du film. Et les polaroïdes, je ne sais pas si vous vous souvenez que Pipe fait des polaroïdes avec l'appareil de photo qu'il a reçu au motocross. Et ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment une similitude entre ces personnages et Yves. Si cette image, on peut reprendre l'image d'Yves à Locarno, c'est vrai? Alors c'est formidable. Oh, toute la séquence, oui. Ah non, ben voilà. Cette image est évidemment pimpante. Elle a été prise à Locarno sur le fond de Léopard, etc. Mais je trouve que on trouve chez lui comme un frère de ces valets de ferme qu'on a vus tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a encore une image après? Non, je ne crois pas. Hein. Alors, oui, image figée de Pipe sur la grande route. Et là-dessus, je vais conclure en disant que Yves, si les métiers en voie de disparition ont été en fait des circonstances de la vie qui ont fait qu'il a traité de la vieillesse à travers ses vieux artisans, Angèle est due aux circonstances, c'est-à-dire qu'Yves connaissait la fille de Madame Beau, et Madame Beau aussi d'ailleurs, donc la directrice de la maison de retraite, et c'est à travers elle qu'il a fait la connaissance, qui lui ont dit « Oh, on a une vieille dame extraordinaire, on a pu la placer ailleurs, elle a été placée à Lausanne hein, après. » Donc l'histoire s'est finie bien, si on veut. Elle est retournée pour le tournage dans cet asile où elle avait vécu quelques semaines. Mais disons que c'était dû aux circonstances. Les films suivants, ils sont dus à un choix. Yves a choisi, dans ce scénario où un vieux riche va mourir, de traiter de la vieillesse. Il a choisi pour les petites fugues de traiter de la vieillesse. Et dans son dernier film, Tableau noir, il choisit aussi d'exprimer la révolte de quelqu'un d'âgé et l'impossibilité, la marginalisation qu'il subit de la part de la société et l'impossibilité de réaliser ses rêves. Le seul, en fait, qui vraiment réalisera ses rêves, mais ses rêves en toute lucidité, disons, c'est le Pipe des petites fugues.
Moi, j'aurais beaucoup aimé, et je regrette de ne pas l'avoir fait, mais ça, c'est le sort de tout le monde, je crois. Quand on perd quelqu'un qui nous est proche, c'est de se demander pourquoi je ne lui ai pas demandé d'où venait cet attachement à la vieillesse qui est manifesté à travers tous ces films. J'ai terminé, merci. Merci beaucoup, Madeleine. Reste là, on va continuer à faire venir les amis témoins. Et on reste un peu sur les petites fugues, puisque c'est quand même là sauf erreur, c'est à travers les petites fugues que le scénariste Claude Muret apparaît. Non, t'avais déjà travaillé avant. Bon, enfin, c'est à toi de monter sur scène normalement. Voilà, c'est ça que je me dis. Donc Claude Muret, scénariste que vous connaissez, et c'est à lui de prendre la parole. Voilà, bonsoir. J'aimerais qu'on lance tout de suite la petite séquence que j'ai choisie. C'est vous qui avez lancé cette moutarde? Ouais, ça va plus quoi? Et voir avec moi. Mais quoi? Ouais, c'est ça, arrête de discuter, va t'expliquer là-bas. Allez, quoi? Allez, ça va pas se passer comme ça, regardez ce que vous avez fait. Oh, Non mais regardez ça. Vous êtes malade ou quoi? Pour lui faire payer un nettoyage. Appelle les filles. juste un peu salé, moi, vous payez, puis... Mais, voilà, puis gardez la menace. Tu vois bien qu'il est sous. Enveloppez pas votre argent, fichez le camp. Donnez ça et foutez-moi Mais le ne camp. veulent pas des camps. Vous le donne, vous le gardez, là. M'en fous pas mal. Mais foutez-moi le camp. Allez, loin. Malhonnête, comment? Montrez un truc à un copain, et puis... Il a la tête. Bon, Voilà, donc c'était pas fait exprès, mais vous voyez que la fin de la séquence, on se trouve sur Robert Bonner, ce qui fait mentir les Frédéric, Robert étant là. En face de lui, celui qu'on voit de dos, c'est Richard Dindo de dos. Et en face de Dindo, son vis-à-vis, c'est Christine Pascal, que vous n'avez probablement pas vue, on la voit 3 secondes dans le travelling, et qui était assistante à la production sur ce film. En 1984, le père d'Yves est décédé. Albert Yersin, qui était un personnage extraordinaire, un grand artiste aussi. Et donc, ça a été un moment évidemment très important pour ces 3 enfants, les 3 fils, donc Claude, Yves, Luc, dans l'ordre. Et Yves avait écrit un texte pour la cérémonie, un texte d'hommage, qu'il avait enregistré pendant la nuit et qu'il nous a passé pendant l'enterrement. C'était, à vrai dire, je ne me souviens pas très bien ce que disait ce texte, mais je me souviens que c'était un texte très émouvant et très fort. Et donc après, je suis allé vers lui et je lui ai dit, mais comment tu as réussi à écrire un texte comme ça en 24 heures, connaissant quand même à la fois la lenteur et les doutes d'Yves, c'est-à-dire il n'était pas rapide. Et donc, il m'a répondu, écoute, c'était comme d'écrire 20 fois Roggenburg. Et donc, malgré la solennité du moment, on a pouffé de rire, parce qu'en fait, pour une raison très difficile à comprendre et probablement inexplicable, enfin, j'ai quand même une idée maintenant, toute la séquence du motocross de Roggenburg a été ce qui a été le plus difficile à écrire en termes de scénario. Alors qu'il y avait beaucoup d'autres difficultés, évidemment.
Et donc, je pense que... Enfin, ça viendra après, mais ce qui s'est passé, c'est que au moment du tournage, le tournage qui a été fait à Roggenburg, donc c'est près de Bâle, c'était un grand motocross, d'ailleurs je ne sais pas si ça existe toujours, à vrai dire. Et donc, très vite, dans le plan de tournage, il y avait le tournage de cette affaire de motocross. Donc on est allé à Bâle, je crois que c'était juste quelques jours après le début du tournage. Et là, un soir, Yves me dit, on avait fini la journée, et il me dit, écoute, demain, il y a la fameuse scène, donc dite de la moutarde pour nous, et j'aimerais qu'on aille travailler là-dessus. Et donc, c'était le soir, on a été dans sa chambre, on s'est mis à la table, et on a fait 2-3 heures de travail pour donc la mise en scène que vous venez de voir, qui est assez formidable, je trouve. Et j'ai un souvenir particulier de cette soirée parce que c'était une soirée de grâce. Et donc, ce qui s'est passé et qui n'était pas très fréquent, c'est que Yves était extrêmement détendu, extrêmement créatif, extrêmement heureux. Et donc, je me souviens, et en plus, il crobardait, c'est-à-dire, ça c'est une chose qu'il ne faisait pas, en tout cas à l'époque, il ne le faisait pas. Et là, il s'est mis à dessiner ben voilà, la situation, le travelling avant. Hein. Et du coup, ça m'a frappé parce qu'effectivement, il n'avait pas cette habitude. Et quand donc... et puis évidemment, on avait reparlé de la moutarde parce que la moutarde, en fait, elle est liée bizarrement au comptoir suisse. C'est-à-dire que quand on était gamin, on avait 2 préoccupations. C'était resquiller pour entrer au comptoir, c'était quand même le grand événement. Donc on avait 9-10 ans comme ça. Et puis on mettait les petits tubes de moutarde par terre, on tapait dessus. À 8-10 mètres, on entendait un hurlement et on partait en courant comme des gamins. Donc voilà. Et c'est un peu ce que disait Mad à propos de Rose, c'est-à-dire qu'on crée quand même beaucoup par rapport à ce qu'on a vécu. Et ça, c'est assez important. Et donc, moi, donc je suis sorti de cette chambre. Et je me souviens que j'étais totalement allumé, j'étais en état d'absenteur, j'étais tellement content d'avoir vu Yves comme ça. Encore une fois, ce n'était pas forcément fréquent. Et voilà, c'est un souvenir très fort qui m'est très utile. En plus, c'est un moment où il y avait dans son regard chaleureux, pétillant, enfin, c'était vraiment un truc étonnant. Et donc, ce souvenir est d'autant plus pour moi fort parce qu'effectivement, ça n'a pas toujours été rose, disons-le comme ça. Ça a souvent été difficile, ça a souvent été plein de doutes, de contradictions, de tensions, d'angoisses. Et d'ailleurs, à ce sujet, je repensais au livre de Rolf Lissi qui s'appelle Swiss Paradise et qui raconte sa profonde dépression qu'il a pris pendant une année de manière assez terrible. Il était obsédé par l'histoire de mort, il a même été en HP, etc. Et dans une page, il rend hommage à ce qu'il appelle le club des cinéastes suisses suicidaires. Et donc il parle des années 50-60 qui étaient visiblement aussi marquées par des drames. Et il cite plusieurs personnes, dont d'ailleurs Christine Pascal, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est décédée en 1996. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la situation est différente, mais effectivement, il faut bien se rendre compte que le choix de devenir sujet cinéaste à l'époque d'Yves, avant les écoles, avant cette espèce de petite industrie qui s'est mise en place, qui est petite, mais qui est quand même assez résiliente, je pense que pour les réalisatrices et réalisateurs de ma génération, enfin aussi celle de Lissi, qui est un tout petit peu plus âgé, il a été marqué par beaucoup de drames et ils ont payé un lourd tribut au fond à leur passion. Et moi, ce que je relève et qui me fait aussi me sentir bien en pensant à Yves, c'est que j'ai l'impression qu'il a aussi réalisé le rêve de tout créateur d'une certaine manière, c'est-à-dire peintre, musicien, écrivain, sculpteur, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il a quand même réalisé un classique. Et ce qui est étonnant, c'est que les petites fugues ont immédiatement eu ce statut de classique. Et quand même, classique, voilà, c'est quand même forcer la tradition à faire un détour par soi. C'est aussi... c'est pas du tout l'histoire du truc pourri dans un tiroir qu'on regarde pas, qui est poussiéreux. Au contraire, je pense que
Un classique traverse les temps, traverse les générations, et puis il n'a jamais fini d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. C'est peut-être aussi ce que je me rends compte en voyant les gens qui aujourd'hui regardent le film. Et donc, c'est pour moi un motif de satisfaction beaucoup profonde quand je pense à ça. Et d'ailleurs, j'ai vu, juste avant de venir, ou hier, j'ai lu une phrase de Rilke qui m'a marqué. Il disait, mais à peu près, hein, quand je serai mort, je voudrais que vous pensiez à moi comme à l'heure où vous m'aimiez le plus. Et je trouve que c'est une excellente suggestion. Merci. Merci Claude, merci beaucoup. Passons maintenant à quelque part une autre histoire, c'est un autre long métrage, un très long métrage qui continue encore aujourd'hui, qui est justement la création du DAVI. Le département audiovisuel de l'école d'art de Lausanne, puisque c'était le nom officiel du DAVI à son début, si je ne m'abuse, qui va être évoqué par deux personnes, si notre programme est bien juste, à savoir un cinéaste qui s'y est formé, que vous connaissez, Jean-Stéphane Bron, et un historien, Roland Cossendet. Si vous pouvez me rejoindre sur la scène. C'est vous qui tu dois commencer. Alors, je ne vous vois pas. Bonsoir à tous. Je vais juste partir d'un mot que Madeleine a dit tout à l'heure, qui est un mot qu'il répétait souvent, apprendre son métier. J'ai appris mon métier. Et puis, il y a quelque chose dans l'idée, je pense, à l'origine de l'école de cinéma, qui s'appelait donc le DAVI, qui était un département cinéma dans le cadre des Beaux-Arts, qu'il a créé en 1988, l'idée de transmettre quelque chose de son métier. Et son métier pour lui, pour moi, je le dis aujourd'hui, je ne pense pas que c'est quelque chose qui disait comme ça. Pour moi, dans l'idée de son métier, il y avait trois grands piliers. Quand on pense au premier plan qu'on a vu d'Angèle, trois grands piliers qui étaient le temps qui était la grande affaire, je pense, de ces films, la maîtrise du temps, quel temps il faut dans un plan pour faire que la vie apparaisse, quel est le temps juste du plan, et puis quel temps, le temps qui était aussi tout au long des films, de sa vie, etc., quel temps je dois faire pour faire un film, quel temps il faut pour arriver à raconter une histoire, etc. Le temps, la lumière, et puis l'autre grande chose qui était l'espace. Tout ça, c'est dans ce premier plan d'Angèle, je trouve, de manière assez magnifique. Et puis le temps, c'est aussi dans ce film d'Angèle, quelque chose qui est totalement présent, qui hante presque le film. Et donc, Yves, dans son idée de transmettre des éléments de son métier, a organisé le DAVI autour de ces trois grands piliers qui étaient le temps, la lumière et l'espace, et c'était des grands ateliers transversaux qui duraient plusieurs semaines, où par exemple on est allé pour le temps et la lumière visiter une église construite par Le Corbusier, donc on y a passé du temps, on réfléchissait à ce que c'était la lumière, réfléchissait à ce que c'était l'espace, et voilà, il avait des idées comme ça sur qu'est-ce que c'était le métier, pour rebondir aussi sur ce que disait Madeleine, presque comme quelque chose à la fois extrêmement pratique, mais aussi comme une philosophie, comme quelque chose qui est constitutif de l'être, de l'existence, de notre condition. Et voilà, ça, je pense que pour tous ceux, je crois qu'il y a quelques anciens de ces élèves qui sont là ce soir, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est resté de manière absolue. Ça, c'est cette idée de temps, de lumière et d'espace. Et puis l'autre, ça aussi, Madeleine l'a très bien dit, que la fiction et le documentaire, les grands films, les petits films, les acteurs connus ou pas connus, c'était pas le plus important.
que tout ça était extrêmement poreux, et je trouve que là, il a eu quelque chose d'assez... probablement très visionnaire dans l'idée que l'école, il y avait la fiction, il y avait le documentaire, mais que tout ça se mélangeait et qu'il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas un statut plus grand pour la fiction que le documentaire, par exemple. Et puis je dirais le troisième dernier truc, j'aimerais dire sur ce département cinéma qui s'appelait le DAVI. À Davy, il y avait un I, c'était le département audiovisuel et informatique, toujours dans l'idée... alors il a dit le I, je l'ai raté. Le I, je l'ai raté, mais il avait dans l'idée que l'informatique, c'était en 88, que l'informatique, il était tourné vers les nouveaux outils, un peu comme les paysans. Il adorait les nouvelles caméras, les nouvelles technologies, ce qui allait apparaître, ce qui était devant, avec beaucoup un intérêt justement pour son métier, quoi. Voilà. Alors, je vais passer vite en revue quelques photos que j'ai trouvées dans les archives de l'école. C'est des moments assez rares parce que c'est Mario Delcourteau qui était venu 2 jours pendant justement des ateliers et venir faire des photos. Donc ça, c'est tout des photos de Mario Delcourteau. Yves, il avait une idée qu'il fallait faire de la vidéo. Donc il y avait un studio de vidéo dans lequel on allait aussi apprendre notre métier. Alors on faisait des clips, par exemple. Là, on voit, je sais pas, je crois que c'était un groupe de hard rock de Renan qui s'était prêté au jeu. On faisait tous les métiers, donc on faisait machiniste, on apprenait la lumière, on apprenait à cadrer, on apprenait à tour de rôle sur ces tournages. Voilà, ça c'est ce groupe de rock. Voilà, quelques des gens qui se reconnaîtront. Peut-être qu'on peut faire une petite pause. Particularité du Davy, à l'époque, qui était donc à Bussigny, c'est qu'il y avait un très grand studio. Ce studio a fait l'objet de beaucoup de plans, de comment est-ce qu'il devait être. Il s'intéressait au caillebotis, savoir. Et donc, dans cet immense studio, on a fait, on a construit des décors. Là aussi, on s'y mettait tous, des décors assez immenses. Et je me souviens d'un camarade qui disait, mais il y a quand même une certaine folie chez Yves, donc il n'hésitait pas à... Là, on peut peut-être passer à la photo suivante, ou aux séries de photos suivantes. Alors, bon, peut-être qu'il y a un... Voilà, alors là, on fait juste une pause là-dessus, peut-être. Une pause là-dessus, dans l'idée de métier. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que peut être cette photo, à quoi ça correspond? Tu sais? Non, on devait apprendre à souder les câbles. Donc, on devait apprendre à souder des câbles pour les prises, pour les lampes, mais aussi à souder des câbles XLR pour le son. Et donc, on peut lancer cette petite série de photos. Tout le monde s'y mettait. Donc voilà. Marc von Sturler, qui est devenu ingénieur du son, un des grands ingénieurs du son de ce pays. Bastien Meucli, qui travaille à la radio aujourd'hui. Voilà. Et puis, on peut lancer la dernière série. Dans ce grand studio, il y avait l'idée de refaire des scènes. Là, je vais me tourner vers Roland. Donc, il y avait des scènes classiques de grands films, du répertoire. Ça allait de Orson Welles je ne sais pas, il y a eu là, c'est Fritz Lang. C'est Fritz Lang. Et on refaisait avec des acteurs, avec des chefs opérateurs, avec tous les gens qui aidaient à faire ces scènes. On refaisait la lumière, on refaisait jouer les acteurs sur des scènes très précises, et qu'on devait rééclairer, cadrer, etc. Et donc là, on peut lancer la série de photos. Ça, c'est un Dreyer, non? C'est ça? Ça, c'est Dreyer Diessiré, je crois. De Dreyer. Toujours Dreyer. Mais donc, vous voyez que le décor est construit de A à Z. On éclaire de A à Z. Là, c'est... sauf erreur, c'est Yvan le Terrible?
C'est ça, Yvan le Terrible. Je crois qu'il y a eu 1 tonne de bois à peu près pour ce décor. Et puis là, on a une autre série. Ça, c'est le procès. Et on reconstruit donc la scène avec, encore une fois, tout le décor, on éclaire. Et ça donne, là exactement, ça vous donne la dimension du studio qui était vraiment énorme. Et là, c'est un petit hommage personnel à un ami qui est mort, Christian Davy, qui était un camarade. Dernière chose, ça c'est quelqu'un me rappellera le tournage de Qui c'est quelqu'un a une idée de Fabrice, hein, c'est ça, c'est le tournage de Fabrice Aragnou. Là aussi des moyens assez considérables, bricolés. Et puis, on se lance dans une dernière série. On peut juste s'arrêter là. Encore une fois, quand je disais qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans les films, il avait beaucoup envie qu'on fasse des films industriels. On en a vu, on en a analysé, de toutes sortes. Et puis, ça, c'est le tournage d'un film sur le lait, je crois. C'était une commande, je crois, de je ne sais plus quelle association, autour de yaourt ou un truc comme ça. Et je me souviens de téléphone d'Yves à 4h du matin en disant mais est-ce qu'il y a la caméra et la lumière, est-ce que les trucs, etc. C'était une préoccupation pour ce tournage aussi grande que si on avait eu... et c'est une des rares fois où il était présent. On peut lancer la série de photos. On va le voir. Voilà, il règle une gélatine, donne des indications sur la lumière. Il avait son viseur de champ qu'il avait ressorti. Et puis voilà, ça c'est la seule, voilà, c'est la photo que j'ai retrouvée de ces années-là, je crois la seule. Et on termine sur on va terminer sur ce portrait. Voilà, j'ai sans doute oublié plein de gens. Je parle évidemment que ça, c'est vraiment des photos de ma volée, des gens de ma volée, des gens que j'ai rencontrés. Moi, j'ai commencé en 89. L'école, là, on n'arrivait pas très bien à se savoir hier. Probablement que l'idée, elle a germé en 86, 87 pendant 2 ans. Et puis en 88, c'était la première volée. Et ça a duré entre peut-être 10 ans avec le temps de la préparation. Donc c'était quand même une grande affaire de sa vie. Et cette idée de transmettre et de créer cette école. Et puis pour ceux qui, des 2 volets, en fait, c'est à peu près, je dirais, 12 personnes. On est tous des gens qui travaillent aujourd'hui, qui sont devenus caméramans, monteurs, ingénieurs du son, avec cette idée vraiment qu'il avait de dire, vous apprendrez tous un métier, quoi. Vous êtes là, bien sûr, il y a les idées, mais vous êtes là pour avoir quelque chose entre les mains, quoi. Je crois que c'était son idée du cinéma, que ça se faisait aussi avec les mains. Voilà. Je passe la parole à Roland. Merci Jean-François. Alors moi, je vais être peut-être tout aussi ému, mais beaucoup moins spontané. On a beaucoup parlé de transmission, et je connaissais Yves d'avant le Davy. Et je me suis dit que ce n'était pas le deuil qui fait de nous des orphelins, mais l'incapacité d'hériter. À partir de cette pensée, je me suis dit que j'allais ce soir vous dire d'Yves Yersin 2 ou 3 choses que je sais grâce à lui, une sorte de filmographie sentimentale. Alors, la tannerie de la Sarah, pour commencer, 1967. Avec la tannerie de la Sarah, j'apprends le grand écart. Comment un film, certes médité, observé, mesuré, mais mené à bien dans la dépendance entière
de ses conditions de réalisation très étroites, et surtout destiné à être un document, à n'être qu'un document, et j'ai envie de dire un peu par provocation, est longtemps montré loin des mondes où les films deviennent des œuvres, devient ceci précisément, une œuvre. Le devint-il ou l'aura-t-il toujours été ? Les derniers passementiers. Avec les derniers passementiers, vus au filtre de la passion straubienne, pour le dire ainsi, la passion de l'ici et du maintenant, dans la sacralité du son direct aussi, j'apprends que l'extrême artifice peut aboutir à l'extrême vérité. Mais de ce film, ce que j'en retiens ici, dans cette circonstance où il me manque, je pense, dans l'auditoire, un Freddy Maurer ou un Hans-Wally Schlumpf, ou d'autres qui parlent leur langue, c'est précisément la langue qui me retient. D'Yves Yersin, j'aurais appris que notre territoire, c'est aussi la langue des autres, qu'il tenait de sa mère. D'inventaire lausannois fait pour la ville de Lausanne en diptyque avec le resté fameux lettre à Freddy Buach. Je sais le sens du devoir, la lucidité critique et la démesure. La démesure n'est pas plus corrélable à l'ampleur des projets qu'à la qualité des œuvres. Pour la démesure, à cette échelle assignée à la commande, 12 minutes, les scénarios, les canevas une fois déposés, le budget une fois avalisé, Yves Yersin se propose, je cite, de tourner plusieurs films de 12 minutes, tout en suivant le fil rouge de mon scénario original. Car quoi qu'il en soit, condenser en 12 minutes un sujet aussi riche me paraît un problème difficilement soluble. Et il livrera donc 26 minutes en un bloc. Godard remplira le contrat à la seconde près. Le sens du devoir. Décrivant avec Murray, nous n'avons pas du tout voulu trahir l'esprit dans lequel la commande avait été passée. Un film sur Lausanne, il précise d'une part qu'ils consacrèrent pas mal de temps à essayer, je cite, de mettre systématiquement toutes les images de la Suisse est belle, celles qu'on a mis dans les films touristiques d'habitude. Et il se rappelle d'autre part, comme nous avions dit clairement que l'on ferait un film dans lequel on verrait les Lausannois, on l'a fait de la manière la plus directe possible. On y voit quelque chose comme 300 portraits de Lausannois. Je vous laisse imaginer la part de malice dans les yeux d'Yves quand il fait ces deux déclarations. La lucidité critique. Ce film, le plus complexe et le plus contourné que Yersin ait jamais réalisé, le cinéaste lui-même fut le premier à le décrire, à le décrier plutôt, se reprochant d'avoir voulu tout y mettre, c'est-à-dire trop et en trop de couches, et pire que tout, d'avoir perdu le spectateur. Des petites fugues, j'ai appris, comme chaque spectateur l'aura appris, qu'enseigner et apprendre et créer, ça peut faire un tout, mais qu'il faut savoir prendre les virages pour pouvoir voler. J'y ai appris que le chemin de la fable passe par la décantation du réel, si Mao cosmique c'est le réel, et que ce réel doit être oublié si l'on veut que la fable soit vraie. J'ai appris aussi, pour en avoir pendant des jours et des jours fait le découpage plan par plan, que l'acharnement à décrire, à hiérarchiser les informations, à préciser les positions, à indiquer quel type de son on entend, toute cette minutie fastidieuse et peut-être nécessaire s'efface devant l'image à nouveau éprouvée dans la projection, ininterrompue, et que le dialogue avec le film, qu'il soit ancien ou d'aujourd'hui, ne se renoue qu'à ce moment-là. Du David, je retiens d'abord que ce fut un long film intranquille, une production superlative et en rien une dérive, nullement la voix de garage d'un créateur impuissant comme les sinistres nécrologues l'ont bien dit avant qu'Yves ne fût mort, ignorant le poids d'un engagement politique, d'Avis, Fondation vaudoise pour le cinéma, Focal, bien incapable de mesurer la ténacité et l'inventivité qu'il faut pour produire le plan de formation
qu'un jour où les choses avaient déjà commencé, Yves me demanda de lire. Au Davi, j'ai appris à décloisonner la pensée et à devoir réfléchir en catégories transversales. Elles viennent d'être appelées le temps, l'espace, le son, l'image. Ces catégories, nulle part appliquées ailleurs dans les écoles de cinéma, en tout cas pas comme la base formelle d'un enseignement sur 5 années, permettaient d'étendre le champ à d'autres disciplines et à les confronter à ce que l'on transmettait là. Filmer des pots de yaourt, penser que l'animation est une école du rythme, pas seulement pour ceux qui font de l'animation, suivre Raoul Ruiz filmer le traité des sensations de Condillac, passer de la fiction au documentaire, Christian Davy par exemple, qui vient d'être cité et que je cite aussi, le premier des étudiants décédés de cette volée, Wie bist du Mensch est un documentaire, sur lui-même d'ailleurs, et Max, un film de fiction, sont 2 films de diplôme à l'époque où les étudiants devaient faire 2 films de diplôme. Aurais-je été sémioticien que la chose ne m'eût pas étonné, mais venant classiquement de la cinéphilie, il y a un peu de l'histoire tout de même, c'est à cause d'Yves Yersin, au Davi, que j'ai dû réfléchir à l'esthétique, à la rhétorique et à l'iconographie du film de commande, ceux de la maison Guébérite par exemple, où l'eau pure coule à flot et nettoie tout. Valvieja, 1979. Je sais enfin d'Yves Yersin qu'un film, c'est une émotion. Et l'une des émotions les plus fortes que j'ai éprouvées devant les images d'un film, je la dois à Valvieja. Valvieja, tourné à 120 km au nord de Madrid, dans la province de Ségovie, en pleine campagne écrasée de soleil, en plein franquisme aussi, c'est en 1967. Valvieja a-t-il subsisté ? Le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Yves Yersin, à mes yeux, ce serait que l'on retrouve ce film et qu'on le redonne à voir. Merci Roland. Vous restez ? Merci Roland. Dernier témoignage, celui lié au dernier film, à la dernière aventure de Yves, Tableau Noir, et c'est Patrick Trèche, le chef opérateur, lui aussi un élève, qui va nous rejoindre. Viens ici. Il est lourd à porter ce micro. Je vais être un peu loin. La chaise musicale, voilà. Merci. Qui est un des organisateurs aussi de la soirée. À toi, Patrick. Ben, c'est bien de voir en fait le Davi, parce que j'ai juste raté Yves. Je suis rentré au Davi quand il sortait. Et puis, c'est clair, quand il m'a proposé de faire Tableau Noir avec lui, j'ai eu enfin la chance d'être avec le maître. Donc, pour filmer un autre maître, notre personnage principal. Ici, c'était assez particulier parce qu'au fait, Yves m'a dit je sais cadrer, je sais tourner en pellicule, je connais aucune idée de la vidéo. Et j'aimerais quelqu'un qui règle ma caméra. Donc, au fait, l'idée de partir à 2 caméras sur ce tournage-là et au fait faire ce compagnonnage avec lui pendant 1 année de tournage. Puis après, c'est moi qui lui ai appris à monter sur Avid. J'ai une petite revanche. Du coup, c'est un compagnonnage qui a duré peut-être 6 ans, avec des allers-retours et tout ça. Donc Tableau Noir, pour moi, c'était le début de ma carrière en tant que chef opérateur. Et évidemment, d'avoir Yves qui me propose de faire ce film avec lui, c'était énorme. Et aussi, j'ai beaucoup appris de lui sur ce tournage. Parfois, on utilise 2 caméras de manière pour rendre les choses plus rapides. Mais là, Yves avait cette vision de vouloir travailler comme en fiction. C'est-à-dire avoir la réaction de l'élève et le visage du professeur, ou avoir la main qui écrit et l'effort du travail à accomplir. Et c'est pour ça qu'on est parti sur cette logique à 2 caméras. Là, le documentaire revient dans la fiction. J'aimerais juste vous montrer donc le premier extrait qui montre bien ce travail
pensez au découpage, pensez à ce que c'est de mettre en scène. Puis après, Après la passe, c'est une virgule. après la passe à virgule. De la Kantonsschule. Monsieur de la Kantonsschule. Oui. Et la volonté d'agir pour donner de l'espoir à tous les enfants du monde À tous les enfants du monde. en redistribuant, De vivre en paix et en harmonie. oui, en redistribuant les cartes de notre jeu. Est-ce que tu as pu suivre, Myriam? Oui. Bon, alors, vous entourez les verbes et vous soulignez les sujets. Monsieur, si j'ai 0 faute, je saute par la fenêtre. Oh, mais c'est faire mal. Si, il l'a déjà fait avec Anaïs et Clay. Monsieur, si je fais plus que ça, faute, je saute par la fenêtre. Oui, moi aussi. Moi, si je fais plus qu'une faute. Moi, si je fais plus que 2. Bon, mais concentrez-vous maintenant. Mais Aloïs, tu dois y aller maintenant. Tu dois mettre des noms propres. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu es complètement déconnecté, là. Vous mettez des prépositions avec des petits crochets. Tu relis? Général souvent. Franchi. Monsieur, j'ai mis une majuscule. Ça reste majuscule, ça? Mais tout petit. Ah, ok, bon. Nous terminons notre journée en escaladant dans le mur de grimpe que nous correspondants de la René de la Kantonsschule ont inauguré à eux. Yes. Cette semaine, le 50e anniversaire de leur lycée. Nous échangeons nos adresses et prenons congé avec l'assurance d'avoir construit 4 fautes. Ah ben, c'est très bien. Monsieur, j'ai fait une faute très bête. Ouais, laquelle? Harmonie, monsieur, j'ai toujours fait juste. Sauter par la fenêtre. Plus de combien? 5. Ah, c'est bon. Arrêtez, je suis bon. Monsieur, T'avais prévu 5 fautes? Oui. Alors, c'est bien. Ici, Chloé. Nous échangeons, prenons congé avec l'assurance d'avoir construit les ponts de l'amitié et la volonté d'agir pour donner de l'espoir à tous les enfants du monde de vivre en paix et en harmonie en rétribuant 0 faute. Oui. 0 faute d'orthographe, Moi, j'ai vu puis 0 faute de grammaire. Ouais. Non, t'as celui qui connaît pour la colonne, 3 fois 2. Jacob Myriam. Ah oui, il y a encore Myriam. On va regarder. T'as bientôt fini, Myriam? Ah oui. T'as fini? Alors, Amélia, tu viens? Pour l'instant, je vois 0 faute. Tu vois 0 faute? Amélia, elle est en 3e, hein? Alors, mais pas bien regarder. Et j'ai Le mur de grimpe que nous correspondants de la René de la Kantonsschule. Nous échangeons. Pour donner de l'espoir à tous les enfants. J'ai pas vu de faute. Yes. J'ai pas vu de faute, hein? Je relis une fois. Je relis une fois. Attention, il y a là. Je veux pas de faute, je veux pas de faute, je veux pas de faute. T'as corrigé avec les références? Non. Sans référence, c'est là. Bah, elle est avec nous alors. Ouais, elle est avec vous, hein? Ouais, on est égalité, c'est avec Amélia. Attends, je sais pas. Attends, tape pas. Ouais, 0 faute. 0 faute. Yes. Oh là, c'est tout grand, hein? T'es inquiète? Pourquoi tu es inquiète?
J'ai peur de faire beaucoup de fautes. Tu penses que tu as fait combien de fautes, à ton avis? 5. Pour passer dans le canton de Glace. Et se retirer de là avec une armée épuisée dans la haute allée du Rhin par la côte du Pays. Construit les bandes d'Agir, c'est pas ça. Pour donner de l'espoir à tous les enfants du monde de vivre en paix et en harmonie en redistribuant les cartes de notre jeu. Oh, alors on a combien? Ici, 1, 2, 3, 4. Tu penses qu'elle va pleurer? Ici, je peux pas dire. Non, quand on soulève, c'est la piscine. Hein? Ici, il y a une faute de féminin. Hein? Là, il y a une faute de féminin. Il y a une faute de majuscule. Ici, tu as remis une lettre de trop. Tu vois? Là, tu as oublié le le. Mais toi, tu es découragé. On essaie de se parler? C'est pas grave. C'est pas grave. Myriam. Il est par terre, il a par terre. Tu vois, tu as des omissions, tu as 2 omissions. Un E, un I trop, et tout le reste c'est bon. Voilà. J'ai l'impression de voir un film de fiction, c'est vraiment découpé, c'est timé, et en plus ça s'est passé en une séquence, quoi, une fois. Ça s'est passé qu'une fois, c'était pas plusieurs jours qu'on a rabiboché ensemble, etc. C'était une fois. Et là aussi, ben, évidemment, on peut aussi nommer Luc Yersin, qui était l'ingénieur du son, ou frère et ingénieur du son du film, qui a... Au fait, l'idée de Yves, c'était d'avoir une polyphonie sonore et de pouvoir entendre les chuchotements des enfants, pas comme on a l'habitude, un son stéréo, une belle perche, un bon microphone et entendre une ambiance, mais que l'enfant lui-même, chaque personne, chaque enfant avec son son, allait créer l'ambiance sonore du film. Et moi, je considère Yves vraiment comme un graveur. J'ai l'impression qu'il travaille... Vous voyez la valeur des plans. Une fois, j'ai eu une grande dispute avec lui. J'avais cadré un enfant en plan américain, ce qu'on appelle, parce que je voulais voir ses mains, sa réaction. Et lui disait non, c'est trop large, il faut vraiment être que dans les visages, la main. Et c'est étonnant, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il travaillait son cadre, la précision dans son découpage, si on peut appeler ça un découpage en documentaire, mais de manière très très précise, très fine, jusqu'à ce qu'on voit aussi dans le montage, ça c'est la timeline de son montage pour Tableau Noir. Alors je ne vous dis pas pourquoi ça fait 4 ans de montage ou 5 ans de montage. Donc chaque enfant, vous voyez à gauche, il y a tous les protagonistes, les noms, et après il y a 4 pistes son directes. Donc en fait on avait 18 pistes son directes. Et si on voulait écouter tout, Luc avait calculé qu'il fallait 8 ans d'écoute, à raison de 8 heures par jour. Donc c'était... Au début du tournage, je lui ai demandé, mais quels sont les personnages que tu veux filmer? Il m'a dit tous. Alors évidemment, c'est à l'inverse de ce qu'on pensait que Yves allait nous enseigner à nous, en tant qu'étudiants, mais il ne voulait pas avoir des a priori. Il voulait voir les choses, les saisir et se donner les moyens de ça. Il travaillait énormément. Après le tournage, évidemment, on regardait les rushs tous les jours. On travaillait 4 jours par semaine. Et après le soir, on regardait les rushs. Et après, moi, j'allais dormir. Et lui, il continuait à faire de la production. Et c'était comme ça pendant une année. C'est ce travail de minutie, en fait. C'est étonnant, c'est que là, on voit toute la timeline, c'est simple. Mais Yves, quand il travaillait, la grandeur de sa timeline, c'était une image. C'était pas la vue d'ensemble, c'était une image. Si une coupe ne fonctionnait pas, il retravaillait cette coupe avant de pouvoir rentrer dans la séquence. Il y a un travail du montage qui était... il a dû s'approprier de l'outil montage. Il a délégué, si on peut appeler ça comme ça, le montage à Mahmouda Zekria, qui était aussi son étudiante, dans un volet.
et qui a passé de pratiquement 1000 heures à 4 heures de film, en des longues discussions et tout ça. Mais Yves a repris le film de ces 4 heures pour arriver à ces 2 heures. Et il a travaillé, je pense, sans interruption, vraiment pour réussir à réduire ce film à l'essentiel. C'est ce que je retiens d'Yves, au fait, c'est ce travail du graveur, au fait, de la personne qui travaille à la loupe, au microscope. Voilà. Merci Patrick. Après tous ces témoignages, je ne sais pas si vous souhaitez encore ajouter quelque chose ou vous avez envie de dire encore un mot sur cette belle image de Yves dans le pré. Non ? Voilà, ça c'est Neuchâtel. Ben, tiens, voilà, ça boucle un peu la boucle. Alors je vous propose à tous que ça fait presque 2 heures maintenant qu'on est là à lui rendre hommage et qu'on continue peut-être à lui rendre hommage tous ensemble avec tous les amis qui sont là, anciens élèves, cinéastes, comme je l'ai dit, producteurs, quelques alémaniques d'ailleurs qui ont fait le voyage, et qu'on aille boire un verre ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord ? À sa mémoire. Vive Yves Yersin. Merci à vous tous d'être venus. Merci de lui avoir rendu hommage. Merci Yves.